Bienvenue à cette conférence. Merci d'être présent. Il y a eu des annulations de dernière minute, comme d'hab. Tout d'abord, je voulais remercier Philippe Giroud du CAS de l'UFR STAPS qui m'a permis de rentrer en relation avec Monique pour cette intervention. Donc, merci à Philippe. Donc, je vous présente Monique. Je vais rapidement lui donner la parole. Monique Mandelson, qui vient de l'Université de Grenoble. Spécialiste entre autres du sommeil. Elle va nous présenter et animer cette conférence. Cette conférence, elle va durer une quarantaine de minutes sur la présentation de Monique, et puis ensuite, il y aura un temps d'échange, questions-réponses. Je souhaite remercier TSF aussi de nous accueillir ici, dans ce bel amphi, et de nous l'avoir mis à disposition. Et puis je remercie Tim, mon fils, et le petit coup de pub, voilà, qui a sa petite boîte de communication et qui m'aide dans toutes les conférences que l'on peut mettre en place. Voilà. La thématique du sommeil est apparue dans nos suivis. J'accompagne plusieurs collectifs ici sur TSF, sur la dimension mentale. Et sur un collectif particulier, à l'automne dernier, on a identifié des difficultés de concentration, des difficultés de discernement, enfin des difficultés d'attention, de gestion de l'attention, un peu de gestion d'émotions. Et puis on s'est aperçu que derrière ça, il y avait probablement une problématique liée au sommeil. Du coup, on a fait un suivi avec ces collectifs sur plusieurs semaines, avec un agenda du sommeil, et essayer de les sensibiliser avec plusieurs interventions autour du sommeil sur cette thématique importante. Donc le thème de cette conférence ce soir, c'est le sommeil, un des piliers de la performance sportive. Voilà, je pense que tout est dit. Je vous laisse la place, Monique, et puis bonne conférence. Merci. Je prends ce micro-là. Comme tu veux. Ouais. Bonsoir à tous. Donc, merci Rémi pour l'invitation. Et donc, je suis très heureuse d'être avec vous. Non? Plus proche? Bien parler dedans, ok. Là, vous m'entendez? Ça va? Donc, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour parler de sommeil. Donc, effectivement, moi, je suis universitaire, donc maîtresse de conférence. Ça veut dire que je fais un peu d'enseignement. Donc, je fais des cours aux étudiants qui sont en STAPS, notamment sur la physiologie. Et puis, je fais de la recherche aussi sur le sommeil, mais pas que, les liens entre activité physique et sommeil, et aussi plus récemment sur le sommeil chez les sportifs. Donc ce soir, je suis là pour vous parler surtout du lien entre sommeil et performance, mais on va rapidement voir que le sommeil, ça touche pas que la performance, ça va toucher la santé. C'est pas tellement là-dessus qu'on va parler ce soir, mais aussi la récupération, le risque de blessure, etc. Et je vais essayer de vous garder éveillés pendant cette présentation sur le sommeil, qui n'est pas toujours facile. Et j'ai eu aussi un petit défi, vu on va dire la disparité dans le public, avec à la fois des jeunes sportifs, mais aussi des adultes, du coup changer un petit peu mon contenu pour essayer de pouvoir, on va dire, l'adapter à tout le monde. Donc j'espère intéresser les plus jeunes, mais aussi les moins jeunes, sur ce qu'on va dire ce soir. Donc le sommeil, c'est un entraînement invisible. Pourquoi on dit ça? Eh bien, vous les jeunes, vous passez des heures à vous entraîner. Vous travaillez votre technique, votre physique, votre mental, mais probablement il y a un entraînement sur lequel vous travaillez un petit peu moins, qui peut néanmoins améliorer plutôt, je dirais, votre performance, votre récupération et même votre progression. Et cet entraînement, je ne vais pas vous surprendre, c'est pas un scoop, on est là pour parler de sommeil ce soir. Cet entraînement, c'est le sommeil. Donc avant de commencer, j'aimerais bien vous faire réfléchir un petit peu sur combien d'heures vous dormez par nuit, en moyenne. Alors, il y a probablement des différences entre la semaine et le week-end, donc essayez de faire à peu près dans votre tête, donc à quelle heure vous couchez, à quelle heure vous levez, et faites votre petit calcul mental. Combien d'heures en moyenne vous dormez par nuit? Donc, je vous laisse réfléchir, le temps de trouver. Voilà, et donc, une fois que vous avez trouvé votre chiffre, si vous avez envie de partager avec les autres, est-ce qu'il y en a qui dorment moins de 6 heures? Il n'y a pas sans jugement. Est-ce qu'il y en a qui dorment entre 6 et 7 heures? Voilà, 6, voilà, très bien, 6, 7, ouais. Je connais, j'ai un fils qui est un peu plus jeune que vous, mais suffisamment grand pour m'apprendre ce qui se dit chez les ados. Entre 7 et 8 heures. Ok,
Très bien. Et on va dire 8, 9, voire un peu plus. Ok, très bien. Bon, c'est pas mal, hein. Vous êtes plutôt pas trop mal, je dirais. Je m'attendais peut-être un peu pire, mais c'est pas mal. Alors, ce qu'il faut savoir, si on se compare, si vous vous comparez à la population française, vendredi dernier, donc vendredi 13, c'était la journée mondiale du sommeil. Et tous les ans, il y a un institut français qui s'appelle l'Institut national de sommeil et de vigilance, qui est un peu l'institut, on va dire, de référence en France, publie tous les ans des comment ça s'appelle, des enquêtes, voilà, des enquêtes. Et la dernière de cette année rapporte que, donc c'est plutôt chez les adultes, hein, je vous donnerai des chiffres chez les ados tout à l'heure, mais les adultes dorment en moyenne 6h50 par semaine, et par rapport à 2025, bah, ça fait 14 minutes de moins. Et si on retourne 50 ans en arrière, ça fait 1h30 de moins. D'accord ? Le week-end, vous voyez, il y a un décalage. Hein, on dort un peu plus le week-end parce qu'il n'y a probablement pas de contraintes qui font qu'on doit se lever. Et ces durées sont inférieures aux recommandations internationales. Alors, quelles sont les recommandations internationales pour les adolescents? Donc, vous voyez que ce n'est pas pareil. Vous avez les différents âges, du nouveau-né, on ne va pas en parler ce soir, hein, jusqu'à la personne âgée. Et vous voyez que ce qui est en bleu ici, c'est ce qui est recommandé. On va dire, sans parler de sportifs, hein, c'est dans la population générale. Donc, chez l'adolescent entre 14 et 17 ans, c'est entre 8 et 10 heures, d'accord? Donc, ceux qui ont répondu entre 8 et 10 heures, bah, vous étiez pas mal. Chez le jeune adulte, plus de 18 ans, c'est plutôt entre 7 et 9 heures. Et vous voyez qu'il y a un peu des bornes au-dessus et en dessous. Donc, 7 et 11, ça veut dire que chez certains, 7 heures peut suffire, chez d'autres, 11 heures peut suffire. Ce qui vous montre quand même une étendue importante. Et ce qu'on sait, c'est que les besoins en sommeil sont très variables d'un individu à l'autre. C'est bien pour ça qu'on a une fourchette aussi large, pour dire qu'un ado doit dormir entre 8 et 10 heures. Certains, ça sera 8, d'autres, ça sera 10. Et ça, c'est assez variable entre les personnes. Et ce qu'on sait, c'est qu'en général, les sportifs, c'est plutôt la tranche haute, et on y reviendra tout à l'heure. Alors, comment dorment les sportifs et les sportives dans les études qui s'intéressent à mesurer le sommeil? Et là, vous voyez, il y a tout un tas de sports. Alors, c'est écrit en anglais, hein, mais vous avez le cyclisme sur piste, le basket, le VTT, le foot, le rugby, la natation, etc. Et vous avez la durée de sommeil réelle de ces sportifs qui a été mesurée par une technique qui s'appelle l'actimétrie. C'est une petite montre qu'on porte au poignet et on arrive à mesurer leur sommeil. Donc, c'est leur réelle durée de sommeil. Donc, c'était moins de 7 heures. Et quand on leur pose la même question, quels sont vos besoins de sommeil? Et pareil, si je vous ai posé la question tout à l'heure, combien d'heures vous dormez? Mais si après, je vous dis combien d'heures est-ce que vous pensez avoir besoin de dormir pour vous sentir en forme, il y a probablement un petit décalage, d'accord? Et ça, on y reviendra sur le pourquoi de ce décalage, mais c'est sans surprise lié aux contraintes soit sportives, soit autres, qui font que vous n'arrivez pas forcément à cumuler le sommeil dont vous avez besoin. Alors le sommeil, je ne vais pas trop faire de théorie, parce que ça, je pense que ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus, mais c'est important de comprendre un petit peu comment s'organise le sommeil pour comprendre pourquoi, lorsqu'on ne dort pas assez, on vient altérer des capacités sportives, notamment, de performance. Donc le sommeil, vous avez déjà entendu sans doute parler de cycle de sommeil. Le sommeil est organisé de manière cyclique, où toute la nuit, vous allez répéter plusieurs cycles. Et globalement, vous allez passer entre du sommeil lent, qui peut être sommeil lent léger ou le sommeil profond, et le sommeil paradoxal, qu'on appelle aussi le sommeil REM, pour Rapid Eye Movement, puisque pendant cette phase du sommeil, vous avez les yeux qui bougent rapidement, qui clignent. D'accord ? Et chacun de ces stades est associé à des comportements cérébraux, physiologiques très spécifiques. D'accord ? Et il ne se passe pas la même chose pendant un stade que pendant un autre. Alors, pendant la nuit, vous allez, on va dire, enchaîner entre 4 et 6 cycles de sommeil. Et chaque cycle dure environ 90 minutes. D'accord ? Et pourquoi c'est important de comprendre un petit peu les différents stades ? Eh bien, ce qu'on sait, c'est que dans la première partie de votre nuit, vous allez surtout faire du sommeil profond. Et le sommeil profond, c'est ce qui vous permet de récupérer physiquement. D'accord ? Vous avez fait un entraînement contraignant, difficile la journée, le soir, pendant votre sommeil profond, eh bien, votre récupération musculaire va se faire, métabolique, énergétique, etc. Et en deuxième partie de nuit, vous allez cumuler plus de sommeil paradoxal.
Et pendant le sommeil paradoxal, vous allez avoir tout ce qui va être récupération mentale, régulation des émotions, apprentissage, mémoire. Donc, si vous avez travaillé des gestes techniques à l'entraînement et que vous aimeriez les mémoriser, eh bien, ça va se faire pendant cette deuxième partie de nuit surtout. D'accord? Donc, si pour une raison ou une autre, votre nuit elle est écourtée et vous vous levez très tôt, eh bien, vous allez avoir moins de sommeil paradoxal du fait de cette organisation du sommeil. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, le sommeil, c'est un état qui est actif. D'accord? Vous dormez, vous vous sentez plutôt passif, mais pendant le sommeil, il se passe plein de choses, que ce soit, comme j'ai dit juste avant, sur la récupération physique. On sécrète une hormone qui s'appelle l'hormone de croissance, qui est particulièrement importante quand on est jeune adolescent. Et cette hormone se sécrète la nuit. D'accord? Pendant la nuit, vous allez régénérer tout ce qui est, on va dire, source énergétique. Vous allez mémoriser, consolider vos apprentissages, que ce soit scolaire aussi. Alors, on n'est pas là pour parler d'école, mais c'est important aussi. Vous allez avoir une meilleure régulation de votre humeur, une meilleure santé mentale. Donc, on sait qu'il y a des liens entre sommeil et santé mentale. Et aussi votre système immunitaire, d'accord? On sait que les personnes qui dorment, qui ont une privation chronique de sommeil, eh bien, ils tombent malades plus facilement. Leur système immunitaire, il est affaibli. Et donc, on attrape plus facilement les virus, et ça, c'est embêtant quand on est sportif et qu'on a envie d'être en forme le plus souvent possible. Alors, une autre chose importante, plutôt théorique, c'est que votre corps, il fonctionne comme une horloge, d'accord? On appelle ça, vous savez qu'on a une petite horloge biologique au niveau du cerveau, et au cours de vos 24 heures, il y a des choses qui se mettent en place et qui suivent une horloge qu'on dit circadienne, qui est organisée sur 24 heures. Et pourquoi c'est important? Eh bien, parce qu'on sait que, par exemple, il y a des moments de la journée où vous allez être plus performant. Vous voyez qu'en fin de journée, plutôt au début d'après-midi, voire après 17 heures, c'est la période de la journée où vous allez avoir votre meilleure efficacité cardiovasculaire et force musculaire. Donc, si vous regardez, par exemple, les records du monde dans différentes disciplines, ça se fait très souvent entre 17 heures et 20 heures, et très rarement le matin. D'accord? Il y a aussi toute une régulation de votre température corporelle qui se fait aussi au cours des 24 heures. Alors, pourquoi c'est important? Puisque ce qui se passe la journée conditionne comment vous dormez, d'accord? Et ce qui est important, c'est de bien garder cette horloge biologique synchronisée. Et les trois facteurs qui synchronisent votre horloge biologique, c'est la lumière, et plutôt la lumière naturelle, faire de l'activité physique, et ça, normalement, le sport, vous cochez les cases, et aussi les rythmes des repas, donc garder, ça c'est plutôt un synchroniseur périphérique, mais en tout cas qui participe à synchroniser le jour et la nuit, d'accord? Alors, il se passe quelque chose à l'adolescence, c'est que déjà, on n'a pas tous, la puberté entre autres, mais il y a autre chose aussi, nous n'avons pas tous la même horloge biologique, d'accord? Donc, je vous montre cette photo, il y en a qui sont plutôt du soir, qui sont des chouettes, et il y en a qui sont plutôt du matin, des petits oiseaux du matin. Alors, il y a une expression en anglais qui marche très bien, en français, je n'ai pas vraiment trouvé la traduction, mais en tout cas, on peut être du soir ou du matin. Et si je vous pose la question on va dire plutôt aux jeunes, si vous deviez dire, est-ce que vous êtes plutôt du soir ou du matin, qui se dirait plutôt du soir? Et qui se dirait plutôt du matin? Très bien. Et dans les personnes, on va dire, non adolescentes, qui se dirait plutôt du soir et qui se dirait plutôt du matin? Voilà, donc mon expérience marche pas trop mal parce que ce qu'on sait, c'est qu'à l'adolescence, on observe un décalage physiologique des rythmes circadiens et c'est assez courant que les adolescents, quand vous étiez enfant, vous étiez probablement plutôt du matin et à l'adolescence, peu de temps après la puberté, vous devenez du soir. Donc, vous endormir le soir, ça devient plus compliqué. Et ensuite, si vous regardez, bon là c'est une courbe peut-être qui ne vous parle pas trop, mais vous voyez qu'entre 10 et 20 ans, le nombre de personnes qui deviennent du soir augmente. Et ensuite, à l'âge adulte, ça redescend. Les adultes deviennent plutôt du matin, mais pas que. Il y a un mélange un peu plus, on va dire, plus dispersé à l'âge adulte. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien, parce que les adolescents, donc, vous êtes un peu une population à risque de dette de sommeil, parce que vous devenez plutôt du soir.
Donc, si on vous dit maintenant il faut se coucher à 21h, ça sera probablement très difficile pour vous parce que vous n'avez pas sommeil. Pardon, vous n'avez pas sommeil à 21h. Et sachez qu'il y a de nombreux spécialistes du sommeil qui se mobilisent pour décaler le démarrage des cours au niveau national. Donc ça, c'est un article qui est apparu dans Le Monde la semaine dernière, enfin le 10 mars. Alors, je ne sais pas à quelle heure vous commencez les cours, peut-être vous avez des petits aménagements. Ouais. À quelle heure 10 heures. Mais vous vous entraînez avant. Eh oui. Bon. En tout cas, j'imagine que ça dépend entre vous. Hein. Il y en a qui s'entraînent probablement tôt, et ça, c'est aussi peut-être une autre problématique. Mais en tout cas, c'est c'est quelque chose de biologique, c'est-à-dire que pour vous, c'est difficile de vous coucher plus tôt. Et donc, les rythmes qui vont vous être imposés va forcément influencer votre durée de sommeil. Alors ça, c'est aussi c'est intéressant. On dit le paradoxe du sommeil chez les sportifs adolescents de haut niveau. C'était un article qui est apparu dans une revue de sommeil, pareil, là, au début du mois. Et dans cette étude, ils se sont intéressés à des joueurs de rugby adolescents. Et ils ont montré qu'effectivement, ils ont des besoins élevés, mais des opportunités limitées. Et tout ça, c'est lié à ce que vous voyez en bas ici, c'est-à-dire que le sommeil chez le sportif va être perturbé par tout ce qui est lié à la pratique sportive, tout ce qui est en bleu, donc votre charge d'entraînement élevée, les entraînements tôt le matin ou tard le soir, l'effet nuit précédant la compétition. Est-ce qu'il y en a la veille d'une compétition qui sont un petit peu stressés, qui ont un peu plus de mal à s'endormir? Ça, c'est normal, mais donc ça va perturber votre sommeil. Et après, en plus de ça, vous avez tout ce qui est non lié au sport, qui peut aussi venir impacter votre pratique sportive, que ce soit les obligations liées à l'étude. Vous avez une évaluation le lendemain, après l'entraînement. Vous devez réviser un petit peu et donc vous allez vous coucher plus tard. Vous avez, vous êtes peut-être sur votre téléphone le soir et vous échangez avec vos amis via les réseaux sociaux. Vous avez envie de continuer à échanger. Eh bien, ça crée un sommeil qui va être perturbé. Oui? En fait, ce qu'ils disent ici, c'est que un sportif adolescent de haut niveau va avoir des besoins de sommeil élevés, donc plus élevés qu'un adolescent non sportif de haut niveau. Mais en revanche, les opportunités pour qu'il cumule ce sommeil qui lui est nécessaire sont limitées. Donc, on n'arrive pas complètement à aménager, on va dire, l'emploi du temps de l'adolescent. Dans cette étude, qui était chez des joueurs de rugby adolescents dans un pôle espoir, je ne sais plus exactement où, mais en tout cas, c'était, on sait que c'est important, on sait qu'ils ont des besoins importants, mais en revanche, on n'arrive pas tout à fait à créer un environnement qui leur permette de dormir assez. Alors, il y a des choses à faire quand même. Donc, je vais vous présenter une étude qui est plutôt positive, qui nous dit que lorsque on arrive à aménager l'environnement pour que les sportifs dorment plus, ça impacte réellement leur performance. Donc ça, c'est une étude qui a été faite chez des joueurs de basket américains dans la ligue NCAA, au niveau collégial, mais collégial dans le sens universitaire, qui est un haut niveau aux États-Unis. Et ce qu'ils ont fait, c'est que sur 6 semaines, ils ont pris une cohorte de jeunes joueurs de basket et ils leur ont proposé de faire ce qu'on appelle une extension de sommeil, donc de rallonger leur durée de sommeil de 2 heures pendant 6 semaines. Ils ont fait des tests avant et après et ils ont vu qu'il y avait des améliorations significatives. Donc, ils ont fait des études statistiques pour montrer que ce n'était pas juste le hasard, qu'ils n'allaient pas juste mieux parce qu'ils s'étaient entraînés plus, mais qu'il y avait un réel effet lié à cette extension de sommeil. Ils avaient une amélioration de leur temps sur un effort de sprint. Sur l'adresse au shoot à 3 points, ils avaient plus 9%. Et ils avaient une diminution du temps de réaction sur des tâches qui évaluaient ce paramètre. Donc, là, vous avez quand même une preuve assez tangible que dormir plus peut améliorer les performances. Lorsque l'environnement, permet à ce qu'on puisse dormir 2 heures de plus. Et globalement, dans cette étude, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont décalé l'heure de lever. C'est-à-dire qu'ils ont, modifié justement les entraînements, les cours, etc. Et ils ont permis aux sportifs, pendant 6 semaines, de dormir plus le matin, puisqu'effectivement, si on leur dit « dormez 2 heures de plus, mais il faut se coucher à 21h », ça aurait probablement pas marché. Alors, à l'inverse, lorsqu'on est privé de sommeil, lorsqu'on n'a pas dormi, et ça, c'est ce qu'on appelle une privation aiguë. Donc, soit vous faites une nuit blanche, soit vous avez une nuit courte parce que vous devez vous lever très tôt
pour une raison quelconque, partir en déplacement ou autre, ou soit vous vous couchez très tard. Et en tout cas, tous ces types de privation de sommeil, c'est-à-dire de réduction de votre sommeil, peuvent impacter la performance avec un effet le plus important lorsque vous faites une nuit blanche et que les performances se déroulent le lendemain, plutôt en fin de journée. D'accord ? Avec des effets qui sont remarqués, donc c'est plusieurs études qu'ils ont mis ensemble, donc il y a différents paramètres qui sont évalués, le nombre d'erreurs, la baisse de la vigilance, une baisse de tolérance à l'exercice, donc même pour un même effort, on trouve que c'est plus difficile, alors qu'on fait globalement le même effort que lorsqu'on n'était pas privé de sommeil, et une augmentation de la fréquence cardiaque pendant l'effort. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne dort pas assez par rapport au risque de blessure ? Donc ça, c'est une étude qui a été faite chez 160 adolescents, où ils ont suivi sur à peu près 2 ans les adolescents, ils ont mesuré leur sommeil à différents moments, et ce qu'ils ont montré, c'était que dormir moins de 8 heures par nuit augmentait de 70% le risque de blessure. D'accord ? Donc, lorsqu'on passe en dessous de ce seuil de 8 heures, on a une augmentation franche du risque de se blesser, avec des effets qui sont souvent liés à plein de paramètres différents, mais ça peut être la baisse de vigilance, de coordination liée au fait qu'on est plus fatigué, etc. Et une étude plus récente là, de l'année dernière sur des coureurs à pied a montré que lorsque la qualité de sommeil est altérée, c'est-à-dire l'appréciation de si on trouve qu'on dort bien ou pas, c'est ce qu'on appelle la qualité de sommeil, quand elle était diminuée, il y avait une augmentation du risque de blessure. Donc là, c'était moins sur l'aspect quantitatif, avec un seuil de moins ou plus, mais plutôt sur le ressenti, est-ce que je trouve que j'ai une bonne qualité de sommeil ou pas. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie pour optimiser son sommeil? Donc on va essayer d'aller sur des choses un peu concrètes, et à commencer par ce qu'on appelle ici la pyramide de récupération. Donc ça, c'est quelque chose qui montre, en fait, plus on monte dans la pyramide, c'est en anglais, mais moins le niveau de preuve est important. Et vous voyez qu'à la base de cette pyramide, là où on a le plus de preuves scientifiques sur l'effet entre ce paramètre et la récupération, c'est le sommeil et le temps de repos, d'accord ? Le sommeil, que ce soit une bonne qualité de sommeil, une bonne quantité, une bonne routine, et aussi tout ce qui va être technique de relaxation et de récupération mentale. Oui ? Carbohydrates, c'est les glucides, donc c'est par exemple les pâtes, tout ça. Donc on sait que, donc ça c'est juste au-dessus, c'est-à-dire qu'on sait que la nutrition et l'hydratation c'est très important pour la performance aussi. Et donc le fait de manger suffisamment de glucides, de protéines, de bien boire et potentiellement se supplémenter. Après sur la récupération, il y a des belles études qui montrent que l'immersion en eau froide, ça marche aussi, etc. Et après le mot tout en haut, FADS, c'est un mot anglophone qui veut dire un peu les modes. De temps en temps, il y a des modes qui disent ça marche pour la récupération, alors que c'est pas prouvé scientifiquement. D'accord ? Donc, comment est-ce qu'on peut optimiser son sommeil ? Donc, à la fois, ici, dans ce que je vais vous présenter, c'est à la fois ce qu'on appelle un consensus d'experts. Donc, c'est plein d'experts du sommeil au niveau international qui se sont réunis, qui se sont dit, ça, c'est les choses les plus importantes à mettre en avant pour le sportif. Et aussi, cet institut français national de sommeil et de la vigilance, puisque les recommandations de sommeil pour les sportifs sont quand même très similaires, voire les mêmes que ceux pour la population générale. Donc, vous pourrez dire à vos parents que ce que vous avez appris ce soir, ça peut aussi les aider à mieux dormir. Alors, la première chose, c'est qu'il y a un peu des piliers à respecter. Ce sommeil nocturne, donc pour les adolescents, cumulé entre 8 et 10 heures. Le sommeil en journée, on va parler un petit peu de sieste. Et aussi, on va parler de ce qu'on appelle l'hygiène de sommeil, où finalement, c'est un peu tous les comportements autour du sommeil qu'on peut modifier pour essayer d'améliorer son sommeil. Alors, le sommeil nocturne, on en a parlé. On a dit que pour les adolescents, c'était 8 à 10 heures. Et actuellement, il n'y a pas de recommandation spécifique pour le sportif. D'accord ? On ne dit pas si vous êtes un adolescent sportif de haut niveau, il faut dormir plutôt 10 heures. On dit juste qu'un sportif a des besoins plus importants que la population générale. Donc, ça veut dire que si pour un adolescent non sportif de haut niveau, c'est 8 à 10 heures, eh bien, probablement, c'est plutôt sur la fourchette haute et qu'il y a aussi cette variabilité entre vous qui fait qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Oui ? Alors, trop dormir, est-ce que ça peut avoir des impacts ? Ça dépend ce que tu entends par trop dormir. C'est quoi trop ? C'est pas pour toi, tu parles pour une amie. D'accord. 11h, 12h. Donc, ça veut dire se coucher à 23h, se lever à midi. Alors, ça, c'est ça, Ouais.
Donc ça, c'est déjà un peu problématique au niveau de la société, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se lever à midi et puis après, on va dire, faire sa vie. Mais quand on regarde, par exemple, les sportifs professionnels, qui, eux, peuvent organiser un peu leur vie comme ils veulent, entre guillemets, il y en a certains qui rapportent dormir pas loin de 12 heures. D'accord ? Roger Federer, le tennisman, lui, il disait dormir pas loin de 12 heures. Donc, c'est pas, je dirais que c'est pas mauvais, mais il n'y a pas tout le monde qui a besoin de dormir autant. Et que déjà, c'est assez rare qu'on puisse enchaîner 12 heures sans s'arrêter. Et que ce besoin de sommeil, et ça c'est important, c'est que c'est très personnel et c'est très variable. Donc peut-être que pour toi, c'est plutôt 9 heures et ton ami à côté, c'est plutôt 7 heures. Vous n'avez pas les mêmes besoins. Oui ? Oui, tu voulais poser une question ? Oui. Alors ça, c'est une bonne question. On a souvent entendu... Donc je vais répéter la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux dormir avant minuit ? Est-ce que c'est important de cumuler des heures avant minuit ? Et il y a eu un moment, on parlait de les heures les plus importantes, c'est les heures avant minuit. J'imagine que c'est un peu de là d'où tu as eu l'idée. En tout cas, ça revient à cette question de l'organisation que je vous ai montré au début, c'est qu'on fait beaucoup plus de sommeil profond en début de nuit. Et le début de nuit, idéalement, dans notre société actuelle, si on veut cumuler à peu près 8 heures, 8-9 heures, eh bien, c'est plutôt avant minuit. Mais il n'y a pas de vraie règle par rapport à l'heure pile poil de minuit, de dire qu'avant minuit, c'est plus important qu'après minuit. C'est plutôt de dire qu'en début de nuit, on va cumuler ce sommeil profond qui est important. Encore ? Oui ? Enfin, vas-y, continue. C'est ça, il faut avoir une durée de sommeil qui est suffisante. Et après, dans quelques diapos, je vais vous parler de la régularité. D'accord ? C'est-à-dire essayer de se coucher et de se lever à la même heure le plus possible. Parce que c'est ça, vous avez vu au début, je vous ai parlé de cette horloge biologique qu'on a tous en nous. Eh bien, notre corps, il aime bien les routines, il aime bien la régularité. Et donc, si un soir, on se couche à 22 heures, le lendemain, c'est à minuit, le lendemain, c'est à 23 heures, après, c'est à 1 heure, notre corps, il n'aime pas trop ça. C'est comme si on faisait un peu des voyages, on changeait de fuseau horaire tout le temps. Et ça, c'est pas idéal. Donc, c'est la régularité et la quantité qui sont importantes. Donc, c'est bien. Oui ? De dormir séquencé, moins de 4 heures et longtemps. C'est-à-dire de découper son sommeil. Eh bien, justement, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que l'organisation du sommeil, il est cyclique. Donc, si on dort 4 heures et que, alors je ne sais pas exactement ce que tu imagines comme temps entre le prochain 4 heures, mais en tout cas, ça fait référence à quelque chose qui s'appelle le sommeil polyphasique, c'est-à-dire qu'on dort, on se réveille, on dort, on se réveille, on n'est pas vraiment sur une alternance veille-sommeil sur 24 heures, mais on a plusieurs sommeils dans la journée. Eh bien, on va moins bien cumuler les différents stades et avoir un sommeil moins bien organisé. Je vais continuer, il ne me reste pas beaucoup de diapos et après on fera une grande période de questions si ça vous va. Hein. Alors la sieste, c'est pas toujours possible en fonction de vos organisations, mais lorsqu'on ne dort pas assez la nuit, c'est une bonne façon d'aller cumuler un peu plus de sommeil en journée, mais il y a des petites règles sur la sieste pour qu'elle soit placée au bon moment, la bonne durée et pour espérer en retirer des bénéfices. Donc, lorsque on dort suffisamment la nuit, d'accord, et qu'on cherche une sieste pour avoir un petit booster de vigilance, un peu plus d'énergie dans l'après-midi, eh bien, cette sieste, elle doit durer entre 15 et 30 minutes et être plutôt, vous voyez, ils appellent ça la fenêtre idéale, c'est entre 13 et 16 heures, d'accord? Et ce qu'il y a dans cet encadré vert, c'est tous les bénéfices, toutes les études qui ont montré des bénéfices de la sieste sur la performance physique, cognitive, sur la fatigue, sur la somnolence, le fait de s'endormir, par exemple, en cours l'après-midi, le niveau de vigilance, l'état psychologique, etc. Après, si vous ne dormez pas assez la nuit, parce que vous avez eu un entraînement tôt le matin, vous êtes levé à 6h30 parce qu'il y avait un entraînement et que vous n'avez pas le choix, donc vous avez dormi pas assez, eh bien, vous pouvez essayer de prévoir une sieste, toujours en début d'après-midi, mais qui est plus longue et qui fait entre 60 et 90 minutes. L'idée, c'est que ça dure à peu près le temps d'un cycle de sommeil, d'accord? Et pas plus, parce qu'après, si on dort trop en journée, ce qui se passe, c'est qu'après, quand on veut se coucher le soir, eh bien, on n'y arrive pas, on n'est pas fatigué,
on décale l'heure de coucher, et ensuite, on est un petit peu dans une espèce de cercle vicieux où on ne dort pas assez la nuit, donc on a besoin d'une sieste, etc., etc. Ensuite, hormis la sieste, il y a ce qu'on appelle des règles d'hygiène de sommeil, et qui s'organisent un petit peu sur une horloge comme ça, avec, on va dire, des heures où on va arrêter certains comportements, comme les écrans. Donc les écrans, on va en parler un petit peu. On parle de 1 heure minimum avant le coucher, de plus regarder des écrans. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors vos écrans, ils émettent ce qu'on appelle une lumière bleue, d'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que votre horloge biologique dans votre cerveau, eh bien, il permet de sécréter une hormone, c'est un petit messager qui s'appelle la mélatonine. Vous connaissez la mélatonine? La mélatonine, c'est l'hormone qui vous aide à vous endormir. Sauf que la mélatonine, elle est directement, sa sécrétion, elle est directement liée à le fait d'être exposé ou non à de la lumière, d'accord? Et notamment une lumière qui est plutôt intense, comme la lumière des écrans. Donc cette exposition aux écrans, ça va décaler un petit peu le moment où votre mélatonine, elle est sécrétée, parce qu'elle est sécrétée la nuit. Et donc ça va retarder votre endormissement. L'autre problématique avec les écrans, c'est ce qu'on en fait, d'accord? Donc si vous avez un écran et que vous écoutez un podcast sur le sommeil pour vous aider à vous endormir, globalement, je vais dire que c'est pas une mauvaise idée. Mais par contre, si vous êtes en train de faire quelque chose de stimulant cognitivement, d'être dans un échange, un jeu, etc., quelque chose qui on va dire, augmente votre vigilance et votre niveau d'attention, eh bien, quand vous allez arrêter l'écran, eh bien, ça va être compliqué de vous endormir. D'accord? Et parfois même, on a du mal à poser le téléphone, on pose, on le reprend, on pose, on le reprend. Et ça, c'est aussi important sur, finalement, cet endormissement. Donc, vous voyez ici, il y a la lumière. Et en fait, on a des petits récepteurs dans la rétine, dans l'œil, qui captent la lumière et qui envoient le message au cerveau. Et donc, plus on a de la lumière tard devant nos yeux, plus on va sécréter la mélatonine tard. Et donc, c'est à la fois, finalement, ce qu'on regarde comme écran et ce qu'on fait sur nos écrans. Donc, l'idée, c'est un couvre-feu électronique, donc 1 heure avant le coucher, de couper les écrans, et donc remplacer ce temps-là par quelque chose de plutôt calme, qui va plutôt vous préparer à dormir, d'accord? Il y a eu des études chez des sportifs qui étaient en stage, où on leur a retiré leur téléphone. Je ne sais pas si en stage, vos entraîneurs vous prennent vos téléphones. Oui? Oui? Non, pas forcément, donc ça dépend. En tout cas, quand c'est le cas, on voit que les adolescents, les jeunes sportifs dorment mieux. Parce qu'en fait, quand on n'a plus d'écran le soir, voilà, on va lire, on va faire autre chose. Et potentiellement, le sommeil va être de meilleure qualité. Donc, vous pouvez remplacer ce temps d'écran par tout ce que vous voulez, qui sont plutôt des activités qui vont vous détendre et vous préparer à dormir. D'accord ? Pour ce qui concerne l'alimentation, on va privilégier un repas qui est entre 2 à 3 heures avant le coucher. Éviter de manger des aliments qui sont trop lourds, trop difficiles à digérer avant de dormir. Voilà. Après, vous êtes un peu jeune probablement pour l'alcool, mais la recommandation de l'alcool, c'est 3 heures avant le coucher, parce que l'alcool, alors, ça a une action sédative, c'est-à-dire qu'on a une sensation qu'on s'endort, mais en revanche, ça favorise l'instabilité, donc on a plein de petits réveils tout au long de la nuit, et on a un sommeil qui est très différent que lorsque on n'a pas bu d'alcool. Donc on fait par exemple moins de sommeil paradoxal. Donc si on veut réviser, apprendre quelque chose et qu'on boit de l'alcool, ça marche pas très bien. Pour la caféine ou les boissons qui contiennent de la caféine, donc le coca par exemple, il y a une concentration de caféine qui est assez importante, et on sait qu'il faut éviter de consommer de la caféine. Là, j'ai mis un café, mais j'aurais dû mettre des boissons, on va dire, plus jeunes, mais des boissons énergisantes, du coca, eh ben, c'est 9 heures avant le coucher. Même chez les personnes qui disent « Ah, moi, ça ne m'affecte pas, ça ne m'empêche pas de dormir », quand on regarde des enregistrements, on voit qu'on dort moins, on s'endort un peu plus tard, et on a un sommeil qui est plus découpé, où il y a plus d'éveil. D'accord ? Alors, la régularité, ça, c'est super important, parce que c'est ce qui va vous aider à garder un rythme régulier et à pouvoir vous endormir plus facilement. Et on voit, il y a un phénomène un peu social qu'on observe chez les adolescents, mais aussi chez les jeunes adultes. Ça s'appelle le jet lag social. Donc, jet lag, c'est décalage horaire, parce qu'il y a un grand décalage entre le rythme de soirée de week-end et la semaine. D'accord ?
avec des différences qui font que si vous faites la grasse matinée le dimanche, alors vous êtes sportif, donc vous êtes probablement plutôt sur des compétitions, des entraînements, etc. Mais quand ça vous arrive, de bien décaler le sommeil du dimanche plus tard, et bien quand vous allez vous coucher le soir, le dimanche soir, pour ensuite reprendre votre semaine, et bien c'est compliqué de vous endormir. Et donc vous commencez la semaine en étant privé de sommeil, etc. Alors votre environnement de sommeil, c'est important aussi. Là où vous dormez, il faut avoir une chambre qui est, dans la mesure du possible, réservée au sommeil, où il fait le plus noir possible, qui est plutôt calme et qui est entre 18 et 20 degrés. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle la chambre idéale pour le sommeil, et d'essayer d'associer son lit au sommeil. Donc, de ne pas réviser dans son lit, de ne pas faire du téléphone, des jeux vidéo dans son lit, etc. Mais vraiment de garder cette association lit-sommeil dans la mesure du possible. Alors, j'ai presque fini. Une dernière petite diapo sur ce qu'on appelle les trackers de sommeil, les montres connectées. Je ne sais pas si vous avez des montres connectées, vous évaluez un petit peu votre sommeil avec les montres connectées? Ouais, un peu? Ouais. Donc, depuis quelques années, il y a un vrai essor de ces objets connectés qui mesurent le sommeil. Ça va de la montre à la bague, à des choses qui se mettent sous le matelas, voire même des bandeaux. D'accord? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des avantages à ces outils. Ils sont plutôt accessibles. Ceux qui les utilisent, probablement, ça vous a fait prendre conscience de combien de temps vous dormez. Est-ce que vous dormez assez? Souvent, ces outils vous donnent un score de sommeil. Alors, ce score de sommeil, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être un peu critique de ce score parce qu'ils sont tous produits par différentes compagnies. Donc, c'est un peu, toutes ces marques sont en concurrence entre elles. Donc, elles ont des algorithmes. Elles prédisent le sommeil à partir d'un indicateur au poignet. Alors, la vraie mesure du sommeil, ça se fait à l'hôpital avec à peu près 25 capteurs. Donc, imaginez que si vous portez une montre au poignet et qu'elle vous dit mesurer vos stades de sommeil alors qu'il faut mesurer l'activité cérébrale, des yeux, musculaires, etc., c'est que c'est quand même très extrapolé. D'accord ? Et le risque, c'est qu'il y ait une mauvaise interprétation et on sait que parfois, ça peut générer un petit peu de stress, d'angoisse quand notre objet connecté nous dit qu'on a mal dormi alors qu'on cherche à optimiser son sommeil. Donc, soyez vigilants là-dessus. C'est des outils qui sont à utiliser, qui sont intéressants pour refléter votre rythme veille-sommeil, à quelle heure vous couchez, à quelle heure vous levez. Mais ensuite, ce qui est mesuré au milieu, c'est-à-dire les stades de sommeil, la profondeur, etc., ça, c'est à prendre avec beaucoup plus de recul. Voilà. Et donc, pour le petit mot de la fin, je vais vous proposer de réfléchir ensemble avant de passer aux questions et de scanner le QR code. Vous avez le droit de sortir au téléphone maintenant. Ça fait du bien, hein, s'ils étaient bien rangés. Et donc, vous allez voter. Il y a une petite question, c'est si vous deviez retenir un mot de cet échange, de cette présentation avant les questions, sur le sommeil, ce serait quoi? Donc, vous votez un seul mot. Et ensuite, vous pouvez voter plusieurs fois, hein, mettre plusieurs mots, s'il y a plusieurs mots qui reviennent. Mais n'enchaînez pas tous les mots dans une même phrase. Donc, vous mettez un mot, un autre, vous appuyez sur envoyer, etc. Est-ce que tout le monde a pu scanner? C'est bon? Encore? Est-ce que ça marche? Parce que des fois, c'est bon? Des fois, je prévois des trucs et ça marche pas. Il n'y a pas une... Ouais. C'est tout bon. Donc là, il faut juste scanner le QR code et après, vous mettez un mot. Et si vous n'arrivez pas à vous connecter, vous avez quelqu'un à côté de connecté, vous lui donnez les mots dans l'oreille et... Ouais. Ouais. Bon, c'est pas mal. Donc, le concept, hein, vous l'aurez compris, hein, plus le mot est répété, plus il devient grand. D'accord ?
Donc, dormir, si vous avez compris qu'il faut dormir, c'est plutôt bien. C'est que vous avez retenu que dormir, c'est important. Le mot récupération, on voit qu'il est assez présent. Régularité. Le mot sommeil aussi. Bon, un mot, ce que vous retenez sur le sommeil, c'est le sommeil. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y en a qui font des petites blagues, des jeunes adolescents, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas mal. On va passer à la suite avant que le mot devienne trop important. Donc, pour finir, j'ai enlevé, parce qu'il y avait un mot qui n'était pas très en lien avec le sommeil, qui prenait un peu d'ampleur. Je ne sais pas qui était à l'origine de cette petite blague, mais voilà. Donc, pour finir, c'est pas moi qui le dis, c'est voilà un sportif qui est plutôt réputé. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas que LeBron James qui parle de l'importance de son sommeil, mais il y a aussi plein d'autres athlètes. Après les JO de 2024, on a beaucoup entendu Léon Marchand parler de son sommeil. Et en tout cas, ce qui priorise au-dessus de tout, c'est son sommeil. Et il s'en est pas trop mal sorti dans sa carrière. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et on va pouvoir échanger un petit peu. Pour cette intervention. Y a-t-il des questions dans le public? On fait passer le micro, tu veux? Non? Oh, trop petit, non, je te fais. Merci. Je voulais savoir si la qualité d'entraînement le matin, du coup, c'était vraiment meilleur que celle des entraînements soir ou autre chose. Alors, qu'est-ce que tu entends par qualité de l'entraînement? Est-ce que si un sportif s'entraîne le matin plutôt que l'après-midi, la qualité d'entraînement est meilleure. Alors, qualité dans quel sens? C'est-à-dire pour la performance, pour la progression, ou est-ce que c'est en lien avec le sommeil ou rien du tout? Si on se lève le matin pour s'entraîner plus tôt, est-ce que c'est mieux que par rapport à s'entraîner le soir? D'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Donc, est-ce que s'entraîner le matin plutôt que le soir, c'est mieux pour le sommeil? C'est ça, à peu près? Donc, il y a ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était que quand je vous ai parlé des synchroniseurs de notre horloge biologique, on sait que l'activité physique en fait partie. Et faire de l'activité physique, sans parler de sport et du niveau de sport que vous pratiquez, mais de bouger en journée, ça va favoriser le sommeil. Alors, il y a beaucoup d'études qui se sont intéressées à la pratique de sport ou d'activité physique tard le soir et l'impact sur le sommeil. Et pendant longtemps, ça a été assez débattu parce qu'au début, on disait 4 heures avant de se coucher, il faut arrêter le sport. Sauf que 4 heures avant de coucher, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'en feraient pas. Et les études montrent finalement que c'est surtout l'intensité et à quel point c'est proche du coucher. Donc effectivement, si vous avez un entraînement qui est assez intense et qui est tard le soir, ça peut impacter votre sommeil. C'est-à-dire que ça peut retarder l'endormissement. Et peut-être que ça, vous avez déjà remarqué, quand vous vous entraînez tard, vous avez un peu plus de mal à vous endormir. Mais, encore une fois, ça c'est relativement variable entre les personnes. Il y en a pour qui ça fait rien et d'autres pour qui ça perturbe pas mal le sommeil. Donc, il n'y a pas de réponse universelle, mais en tout cas, si vous êtes sensible aux effets de l'entraînement en fin de journée sur votre sommeil, eh bien, si vous pouvez décaler, c'est bien, mais évidemment, ce n'est pas toujours possible. Ce n'est pas toujours vous qui décidez des horaires d'entraînement. Mais en tout cas, on sait que l'activité physique très intense, proche du coucher, moins d'1 heure avant le coucher, peut impacter un petit peu le sommeil, mais c'est de l'ordre d'une quinzaine de minutes en moins de sommeil sur la nuit. Donc, ce n'est pas non plus énorme, mais il y a un effet quand même. Est-ce qu'avant de dormir, c'est mieux de prendre une douche chaude ou une douche froide? Eh bien, très très bonne question. Alors, avant de dormir, vous avez vu quand je vous ai mis l'horloge et l'idée de la température qui doit redescendre la nuit, d'accord? Et ce qu'on sait, c'est que lorsque, par exemple, on va faire un entraînement le soir, en tout cas, il y a cette idée que la température, elle doit redescendre, d'accord? Donc, potentiellement, alors ça dépend de la saison, etc., mais de prendre une douche chaude, ça peut aider à commencer à faire descendre la température. Moi, j'ai une question sur l'horloge biologique. Est-ce qu'elle est prédéfinie ou est-ce qu'elle peut être modifiée par le rythme de vie Eh bien, bonne question. Alors, elle est effectivement
prédéfinis, c'est biologiquement ancré en nous. Et on sait qu'il y a une part aussi de génétique, hein, il y a des gènes horloges qui sont impliqués dans toute cette organisation. Et alors, la modifier complètement, c'est difficile. Par exemple, quelqu'un qui est vraiment du soir, qui doit prendre un rythme du matin du fait de ses contraintes professionnelles, de vie, etc., eh bien, c'est pas si simple que ça. Donc, je dirais, on peut s'adapter, mais on ne peut pas complètement modifier notre fonctionnement biologique. Tout à l'heure, vous avez parlé des types de repas lourds avant de manger. Est-ce que vous avez un exemple ou pas? Alors, avant de dormir. Oui. Alors, repas trop lourd avant de dormir, c'est un repas qui va être très riche en lipides, en graisse. Donc, je ne sais pas, des frites dans les 2-3 heures avant de se coucher. Parce que tout ce qui va être sur le temps de digestion, le temps de transit dans les intestins, les lipides, ça prend plus de temps. Ça peut prendre jusqu'à 8 heures. Donc, si vous mangez quelque chose qui est très long à digérer, bah, potentiellement, vous allez vous coucher et vous allez encore être en train de digérer. Et ça peut impacter l'endormissement et un petit peu le sommeil aussi. Bonsoir, merci pour la présentation. Juste une question pour revenir sur l'étude concernant l'augmentation du risque de blessure liée au manque de sommeil. Est-ce que l'étude révèle des tendances sur la nature ou la gravité des blessures ou pas? Est-ce qu'on a des tendances là-dessus? Alors, de mémoire, c'était des adolescents qui pratiquaient pas mal de sports différents. Et je vous avoue que je n'ai pas trop regardé la nature spécifique des blessures. Mais ouais, je ne me rappelle plus. Ouais. Est-ce qu'on aura quelque chose? Ouais, est-ce qu'à un moment c'est lié quand même en termes de gravité de blessure? Il y a rien. Ça fait pas... Alors, la nature musculaire ou pas, est-ce qu'il y a une corrélation entre la gravité des blessures? Alors, il n'y avait pas de corrélation, en tout cas, de mémoire, hein, parce que j'ai re-regardé l'article aujourd'hui, j'ai ressorti la courbe un peu différente pour la traduire avec un petit titre en français. Mais de mémoire, il n'y avait pas de lien entre la gravité de la blessure. Par exemple, ceux qui dormaient vraiment le moins avaient des blessures plus graves, des temps d'arrêt plus longs, etc. Mais je ne suis pas sûre qu'ils avaient assez de données pour rentrer dans ce niveau de détail. C'est-à-dire qu'ils ont regardé combien il y avait de blessures, ça faisait un temps de blessure, et après ils ont catégorisé par rapport à la durée de sommeil, et voilà. On aborde les catastrophes. Les jeunes peuvent être concernés qui ont des épreuves à l'étranger. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour se mettre au rythme dans leur biologie interne? Donc, par exemple, quelqu'un étant donné qu'il y a un gros décalage, se mettre à la lumière et se mettre au rythme de la journée et pas aller dormir parce que ça correspond à la nuit. On peut en parler un peu Tout à fait, ouais. Ouais, j'ai pas abordé ça parce que je savais pas dans quelle mesure les jeunes sont amenés à voyager et à être sujets au décalage horaire. Donc, il y a des recommandations dans ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a des recommandations spécifiques pour la gestion du décalage horaire avec des choses à mettre en place avant le voyage, pendant le voyage, c'est-à-dire pendant le voyage dans l'air, hein, si c'est avec un avion, enfin, j'imagine que c'est dans un avion, si on change de fuseau horaire, on ne va pas y aller en bateau. Et aussi après, c'est-à-dire une fois qu'on arrive. Et ces recommandations, elles varient en fonction de si on voyage vers l'est ou vers l'ouest. D'accord? Donc typiquement, si on part de Grenoble et qu'on va à Los Angeles, d'accord? Donc il y a 9 heures de décalage horaire. Il y a des choses qu'on va mettre en place avant parce que du coup, Grenoble, on est en avance sur Los Angeles. Donc, on va modifier un petit peu dans la semaine qui précède le voyage, commencer tranquillement à légèrement modifier les horaires de coucher et lever pour se rapprocher du fuseau horaire où on va se retrouver. Pendant le voyage, effectivement, d'essayer d'avoir un voyage qui soit le plus court possible, avec le moins d'escales, etc. Et une fois qu'on arrive sur place, comme vous avez dit, s'exposer à la lumière du jour. Donc, quand on voyage vers Los Angeles, on va partir en milieu de journée en France. On va arriver à Los Angeles, il est le début de la journée là-bas, mais pour nous, il est déjà 2 heures du matin. Donc ça, c'est très difficile. On n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher. Mais ce qu'il faut faire, c'est rester éveillé, essayer de manger les repas
à l'heure, parce que l'alimentation, ce que j'avais dit tout à l'heure sur le rythme des repas, ça aide aussi à synchroniser, à s'exposer à la lumière du jour, à faire un petit peu d'activité physique. Alors, pas forcément en entraînement, mais d'aller marcher, faire un petit footing en journée. Et dans la mesure du possible, se coucher vraiment le premier jour à l'heure, une heure de coucher normale dans le pays où on arrive. Mais si vous voulez plus spécifiquement, j'ai des fiches avec avant, pendant, après que j'ai déjà présentées et qui sont dans ces recommandations internationales. Bonsoir. Ah oui, pardon. Merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu, c'est moi qui ai mal compris. Est-ce que si on dort le même nombre d'heures mais qu'on se couche plus tôt ou plus tard, est-ce que la qualité du sommeil est différente ou pas? Alors, si on dort le même nombre d'heures, mais qu'on se couche plus tard ou plus tôt, Oui, c'est ça. alors là, normalement, pas trop. Si vous arrivez, c'est-à-dire que sur cette régularité, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était, vous avez quand même un petit peu de marge. Hein, c'est pas tous les jours pile poil 22h49 vous vous couchez et 7h42 vous vous levez. Il y a globalement un petit peu de marge. On parle de plus ou moins 1 heure, mais parfois, voilà, jusqu'à 1h30, ça peut aller. Et donc, si vous cumulez la même quantité de sommeil la nuit, mais que vous vous êtes couché un petit peu plus tard ou un peu plus tôt, mais que ce n'est pas non plus complètement décalé, normalement, la qualité, elle doit être assez similaire. Des questions? Des questions? Moi, j'aurais 2 questions à te poser. La première, en quoi on parle de sommeil lent? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un sommeil rapide? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi il est lent, le sommeil? Alors, c'est lié aux ondes cérébrales, c'est des ondes lentes, c'est pour ça qu'on dit sommeil lent. Donc, c'est lié, et il n'y a pas... Alors, les ondes cérébrales mesurées par l'électroencéphalogramme, pendant le sommeil paradoxal, sont plus rapides, mais on ne dit pas le sommeil rapide. Ok. Voilà. Donc, c'est lié à ces ondes qui sont plutôt lentes. Un ralentissement du fonctionnement du cerveau. Ouais. Des fréquences de fonctionnement du cerveau. Deuxième question, ça concerne beaucoup de sportifs ici qui ont une activité et des matchs le soir. Avec tout ce que ça engendre, fin de match très tardive. Souvent, il y a des transports derrière, des transferts, arriver à la maison très tard. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Quelles conséquences déjà sur l'athlète? Quel aménagement on peut envisager là-dessus? Alors ça, c'est sûr que les matchs très tard le soir, clairement, ça impacte le sommeil. Hein. Il y a une étude qui a été faite par des chercheurs à l'INSEP à Paris sur les joueurs de foot de Ligue 1, et donc les matchs de foot qui commencent très tard, qui vont se terminer pas loin de minuit. Et quand on regarde l'heure à laquelle les joueurs de foot vont se coucher après le match, c'est globalement vers 2-3 heures du matin, d'accord? Avec évidemment des différences entre s'il y a victoire ou défaite, probablement sur l'endormissement, etc. Et c'est pareil, donc on travaille un petit peu avec les brûleurs de loups et on a discuté avec eux parce que c'est aussi souvent des déplacements en car pour rentrer après les matchs, etc. Donc eux, ils ont des grands bus avec des lits, et c'est plutôt bien aménagé. Mais ce que le staff a mis en place, c'était que le lendemain d'un match ou d'un déplacement où les sportifs se sont couchés très tard, c'est de maintenir un horaire de lever pas trop tard. Parce que si on rentre à 4 heures du matin de déplacement, le sommeil a été pas terrible dans le car ou dans le minibus, quand on rentre à la maison, et potentiellement, le sportif peut dormir jusqu'à 1 heure de l'après-midi le lendemain. Et là, la difficulté, c'est toujours que ensuite, ça va décaler le coucher de la nuit suivante, etc. Donc, c'est probablement une des choses qui peut être mise en place, c'est de maintenir quand même un horaire de lever, même si c'est difficile et même si on va priver le sportif de sommeil, quitte à mettre une sieste en journée, pour qu'ensuite, la nuit suivante ne soit pas décalée et qu'il n'y ait pas un impact sur le sommeil des nuits suivantes sur 3, 4, 5 jours. Après, on ne peut pas avancer les matchs, malheureusement. Donc, c'est plus de comment est-ce qu'on met en place des choses pour récupérer après. On a vu une vidéo là, partagée par le Stade Rochelet dans le monde du rugby qui anticipait, en fait, qui proposait à ses joueurs de décaler progressivement sur 3-4 jours avant la rencontre l'heure de... Se coucher plus tôt. Ouais. Ouais. Se coucher,
Donc ça, c'est une Ça pratique s'adapte. aussi, ça s'appelle alors en français, je sais pas, l'extension de sommeil, enfin le sleep banking, c'est-à-dire qu'on met de côté un petit peu de sommeil quand on sait qu'on va avoir une privation de sommeil qui approche. Et ça, quand c'est possible, ça peut aider aussi, c'est-à-dire que se coucher 1 heure plus tôt, si on arrive, si on a sommeil, quelques jours avant un événement qui va forcément priver notre sommeil, peut aussi être une stratégie à mettre en place. De ce que j'avais compris, c'était un décalage dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils aménageaient le sommeil en fait, ils retardaient l'heure de coucher. C'est possible ça? Ah, ou plus pas? tard? Ouais, c'est possible ça. Avec une conséquence sur l'heure de lever du coup. Ils décalaient oui. le cycle de sommeil carrément. Ah, bah peut-être, ouais. 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 J'avais compris plutôt ça. D'accord. Et oui, alors ça, c'est des joueurs professionnels Tout à qui modifient leur rythme comme ils peuvent. Donc ça peut être intéressant s'il y a 0 contrainte. On va s'adapter. C'est un peu comme si on se faisait un voyage, un décalage horaire. Le match, il va être tellement tard que c'est comme si on était dans un autre fuseau horaire. Donc pendant quelques jours, on prévoit ce décalage horaire qui n'en C'est est ça. pas réellement, mais qui va impacter nos rythmes biologiques. Et donc ça, ouais, j'avais pas pensé au côté professionnel où vraiment on peut faire ce qu'on veut avec les rythmes. Donc oui, ça c'est intéressant. Ouais. Ok. Y a-t-il des questions? Ouais. Est-ce que l'aide médicamenteuse pour favoriser l'endormissement, ça va forcément impacter la qualité du sommeil ou non? Alors l'aide médicamenteuse, si tu fais référence aux somnifères par exemple, les somnifères, d'abord c'est des traitements qui sont sous ordonnance médicale et qui vont être prescrits dans des conditions quand même très particulières parce qu'ils vont effectivement impacter la qualité du sommeil. On n'a pas le même sommeil sous somnifère que sans somnifère. Et donc, le médecin qui va prendre la décision de prescrire des somnifères, c'est que vraiment, il est face à une personne qui a des vraies difficultés soit d'endormissement, soit de maintien de l'endormissement. C'est globalement ce qu'on appelle l'insomnie, d'accord ? Mais ça va être prescrit souvent sur une fenêtre assez courte et ce n'est pas du tout des traitements qu'on prend au long cours. Il y a aussi la mélatonine maintenant qui peut être prescrite, qui peut être aussi achetée en vente libre. En vente libre, c'est à plus petite dose et ça peut être un outil intéressant pour les personnes qui ont soit des troubles d'endormissement ou des troubles de maintien du sommeil. Mais c'est probablement, même si c'est sous vente libre, probablement à discuter quand même avec son médecin traitant pour voir parce que si on va vers une aide thérapeutique, c'est probablement qu'il y a un problème du sommeil. Donc, la première question, c'est d'écarter un trouble du sommeil dans un premier temps. Et on a pris conscience de l'importance des hormones. Donc, un bon métabolisme permet la sécrétion d'hormones qui sont importantes, comme la mélatonine pour s'endormir. Et à la fois, par rapport au cortisol, qui permet l'éveil et d'éveiller en activité. Si une personne, donc on l'a pas dit, certaines personnes ont un taux de cortisol plus élevé que d'autres. Ça peut jouer sur la qualité du sommeil, alors que la personne a une bonne hygiène de vie. On peut avoir aussi des couacs endogènes par l'intérieur qui font que même si on a une hygiène de vie, on a des règles que vous avez mentionnées, et que dans notre biologie interne, il y a des petits dysfonctionnements qui font que, surtout par rapport aux hormones, Ouais. Votre avis sur les hormones? Alors, effectivement, la régulation hormonale, elle suit tout un cycle sur 24 heures. Donc, on a vu le cortisol, c'est plutôt sécrété le matin. Et normalement, en fin de journée, elle est plutôt basse. Mais comme vous dites, parfois, il peut y avoir des dysfonctionnements endocriniens, enfin, de système hormonal, qui font qu'on a des sécrétions qui ne suivent pas le rythme habituel, biologique sur 24 heures. Et ça peut potentiellement impacter le sommeil. Ouais, tout à fait, ouais. Bonsoir, moi je travaille sur le secteur féminin et des athlètes de haut niveau. Il y a une étude qui est sortie récemment sur le lien entre les cycles menstruels et la récupération, pas tant sur le facteur blessure, mais sur le facteur récup, qui parlait d'un temps de récupération augmenté x3. Est-ce qu'il y a un lien avec le sommeil? Il y a des actions à mettre en place par rapport à ça sur des temps. Merci pour cette question, c'est très intéressant. Donc, le lien entre cycle menstruel et sommeil, récupération. Alors, les données sur le cycle menstruel et le sommeil sont quand même relativement moins foisonnantes. La littérature, elle est quand même relativement récente là-dessus. Hein. Ça ne fait pas longtemps qu'on essaye de mieux comprendre le lien entre cycle menstruel, performance, récupération
et sommeil. Donc, je ne pourrais pas trop répondre à votre question, mais c'est quelque chose qui mérite, on va dire, plus d'attention et une prise en compte, effectivement, à la fois dans la récupération, mais aussi sur le plan du sommeil. Y a-t-il d'autres questions? J'en ai encore une, moi, qui m'est venue. Alors, les liens éventuels, il est 19h10, hein, c'est ça? Ouais. Les liens éventuels entre le sommeil et la respiration, y a-t-il des choses, des liens à faire? Est-ce que la qualité de la respiration a un impact sur le sommeil? Alors, respiration et sommeil, moi, ça me fait... Donc, je sais qu'il y a des études qui ont montré, par exemple, des bénéfices de la cohérence cardiaque sur l'endormissement. Après, moi, ça me fait tout de suite penser plus à troubles de la respiration et des troubles du sommeil qui sont liés à des pauses respiratoires au cours du sommeil. Hein, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Après, plus spécifiquement, respiration et sommeil, ça me donne pas... Des liens éventuels sur une respiration dite efficiente nasale par rapport à buccale, par rapport à... Est-ce qu'il y a des choses, des études de cet ordre-là qui sont menées? Y a-t-il une respiration plus efficiente que d'autres? Alors, il y a des... Pardon. Alors, il y a effectivement des études qui regardent la respiration nasale, buccale et le lien avec l'apnée du sommeil, notamment. Les personnes qui ont une respiration uniquement, je dirais plutôt buccale, mais j'ai un doute, donc je préfère rien dire. Mais en tout cas, il y a un lien entre le type de respiration et potentiellement les troubles du sommeil. Donc, je ne sais pas non plus si c'est là où vous allez, mais... Non, c'est juste une question. Vous aviez des infos autour de ça. D'accord. Merci. Y a-t-il des questions encore? Profitez. Oui? Non? Profitez de la présence de Monique avec nous, là. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence. Est-ce qu'il y a un mot à ajouter? Non, c'est bon? Bravo à vous. Merci Monique pour cette présentation. Ouais. Et puis, bon plaisir.